Bonjour Daniela. Bonjour Denis. Alors bienvenue dans le podcast de Place to Buzz, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs, aux dirigeants qui souhaitent prendre la parole en vidéo et publier des vidéos et montrer un peu qui ils sont. Alors toi, tu as un parcours très original. Je vais commencer par dire que tu as créé l'agence Appuntamento, un nom italien. Tu nous expliqueras tout à l'heure pourquoi. Et puis j'aimerais commencer par ton histoire personnelle et ton histoire professionnelle, puisque finalement, l'entrepreneur que tu es aujourd'hui ne s'explique que par la richesse de ton parcours. Et ça, depuis de toute petite enfance. J'aimerais que tu nous parles déjà de ta petite enfance et de comment tu as grandi et comment tu es arrivé à Paris. Merci Denis de m'accueillir dans ce podcast. Je suis très heureuse de cette matinée que nous passons ensemble aujourd'hui. Et oui, donc je m'appelle Daniela Leonini. Donc comme vous voyez, c'est un nom italien. Je suis italo-allemande. Alors, pas d'origine, parce que les Français ont l'habitude de dire « tu es d'origine ». Non, je suis italo-allemande. Donc, j'ai un papa italien, diplomate, qui épouse une maman allemande de Berlin. Et voilà. Et déjà, on sent en toi deux tendances, puisque l'Italie, c'est l'essence artistique un peu latine. Tout à fait. Et on va voir à quel point tu as nourri cette créativité en toi, mais aussi la rigueur allemande. C'est des clichés, mais tu les sens en toi et c'est une réalité. Ah oui, tout à fait. J'ai tout à fait ces deux réalités en moi quand j'explique ma personnalité en disant que j'ai la créativité italienne, le dynamisme, le sourire, et j'ai un côté vraiment très, très ordonné et très conscient qui vient du côté germain. Ok. Ça, tu les as nourris, ces deux tendances et ces deux caractéristiques dans ton enfance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton père et de ta mère et de là où ils t'ont emmené? Tout à fait. Papa était diplomate, famille de diplomates. Il a rencontré maman lors de son premier poste, quand elle a été à Berlin dans les années 59-60. Et j'ai eu la chance de naître au Brésil. Après Berlin, ils ont d'abord été 1 ou 2 années au Pérou et ensuite au Brésil. Et j'ai eu vraiment toute une vie de voyage parce qu'après le Brésil, j'ai passé mon enfance en Égypte, là où je suis rentrée dans l'école française. C'est pour ça que je parle français comme une Française. D'accord. Et que la France m'est si proche et que je me sens vraiment une Parisienne. Et après, nous sommes venus à Paris, 4 ans, ensuite Rome, 4 ans, Berlin, de retour à Berlin. Tout à fait, de retour à Berlin, où papa a eu un long poste de consul général d'Italie à Berlin, où moi j'ai passé ma première et ma terminale, et où j'ai fait mon bac au lycée français de Berlin. Et ensuite, papa était ambassadeur d'Italie en Syrie, où je suis beaucoup allée, et il a terminé sa carrière au Zimbabwe, en Afrique. Donc tu vois que c'est un éventail très large de pays très différents et ce qui m'a demandé à chaque fois une adaptation constante, une agilité. Ce qu'on demande aujourd'hui, moi je l'ai eu, on va dire d'une manière innée, naturelle. Et puis le fait de parler 5 langues. Alors les 5 langues, français, anglais, italien, espagnol et allemand. Et j'ai 2 langues que j'ai totalement oubliées. J'ai démarré ma vie en parlant brésilien pendant 4 ans. Et toutes nos années en Égypte, je parlais couramment arabe. Sérieux? Voilà, tout à fait, oui. Ah oui, incroyable. Donc une aptitude intellectuelle à apprendre des nouvelles cultures, des nouvelles langues. C'est incroyable. Justement, j'allais te dire, on ne va pas détailler tous ces pays. Non, bien sûr. Mais parlons un peu de l'Égypte, parce que c'est quand même un pays qui fascine. Comment il était à ton époque et comment tu l'as vécu? Puis c'était quoi l'école française au Caire à cette époque-là? Alors, nous habitions sur l'île de Zamalek, qui est très connue, qui est l'île au centre du Caire. Et donc, il y avait une petite école qui s'appelait les Franciscaines de Marie, il fallait juste traverser le trottoir. Et c'était une vie très nonchalante. Tous les après-midi, nous allions dans un club qui était un énorme jardin, qui s'appelait Gezira, qui existe à Zamalek. Et à l'époque, le Caire était une ville beaucoup plus petite parce que j'y suis retournée plus tard. Et par exemple, nous allions les week-ends jouer au pied des pyramides et du Sphinx. J'allais souvent au musée du Caire. J'étais passionnée de hiéroglyphes, de tout ce qui concerne l'Égypte ancienne. Forcément, ça impacte sur une vie. C'est clair. Et oui, aujourd'hui, les pyramides
sont quasiment dans la ville, on les Tout voit à sur les fait. photos. Tout à fait. J'ai été choquée quand je suis retournée d'arriver en voiture au pied des pyramides et de voir les pyramides entourées d'immeubles, alors qu'à mon époque, c'était dans le désert. C'est ça, c'est fou. Ouais, mais c'est ce pays qui a grandi très vite. Ok, et puis peut-être que donc tu as ce côté bon élève. Oui, j'étais vraiment une bonne élève, très sérieuse. J'adore être au premier rang, que le prof me regarde. Voilà, et donc oui, là, il y a une petite anecdote. J'étais en 7e, donc j'étais arrivée à Paris, à l'école qui était avenue Georges Mandel, qui s'appelait Sainte-Marie de Passy, qui n'existe plus maintenant. Et nous étions 2 étrangères dans la classe. Et en orthographe, les 2 seules qui avaient 10 sur 10. Et donc, cette dame qui était au bord de sa retraite, qui devait avoir 65 ans à l'époque, ou 64 ans, disait à l'école, vous n'avez pas honte, les 2 étrangères de la classe qui ont 10 sur 10 en orthographe. Après, je pense qu'il y a des aptitudes, et puis il y a le fait, en effet, de vraiment se mobiliser pour réussir et pour avoir 0 faute en dictée. Ouais, puis c'est vrai que quand tu apprends une langue étrangère, tu l'apprends bien, alors que quand c'est ta langue, t'es moins précis. Oui, même si pour moi, rigoureux. je ne considère pas du tout le français comme une langue étrangère, c'est ma langue. C'est ça, voilà. C'est vraiment ma langue. Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, quand tu l'avais apprise au Caire, c'est ça? Oui, Okay, tout à donc, fait. ouais, Voilà, on a toujours parlé italien à la maison. D'accord. Voilà, et français, c'est la langue que je parle avec mes sœurs. C'est ma langue. Je ne sais pas comment je peux la décrire, mais c'est ma langue. Oui, c'est ma langue de tous les jours. C'est ma langue intime. C'est ma langue. Voilà. Et puis après, les autres, je les ai développées au fur et à mesure. Alors, l'agence Appuntamento que tu diriges est spécialisée dans les opérations à destination du retail. Tout à fait. Avec tout ce que ça va comporter comme subtilité qu'on va voir. Comment tu développes cette appétence pour le beau, pour le luxe, et quelles sont tes premières expériences, et peut-être même déjà au moment de tes études, quelles études tu choisis? Alors, donc j'étais très bonne élève, donc je fais un bac avec une mention bien, donc je vais en Hippocagne au lycée Janson, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Au début, je pensais embrasser une carrière un peu diplomatique. J'aimais et j'aime toujours beaucoup l'histoire, mais petit à petit, en entrant dans ces études, je me suis pas retrouvée heureuse, et donc au bout d'un moment, au bout de 2 années d'études, une année donc d'Hippocagne et une année d'économie dans une université italienne qui s'appelle la LUISS à Rome. J'ai dit à mes parents, moi en fait, je veux dessiner. Donc j'ai eu une espèce de rupture, on va dire, avec une tradition familiale. Et donc ma famille, mais tu veux dessiner, mais tu n'as jamais dessiné ta vie, etc. Et parce que j'avais rencontré quelqu'un qui faisait une école qui s'appelle l'école Camondo, qui est une école d'architecture d'intérieur et de design, et que j'avais décidé de faire. Et donc, mes parents m'ont tout à fait laissé la possibilité. Donc, pour rentrer dans cette école, il a fallu apprendre à dessiner. Donc, j'ai fait un atelier de dessin où j'ai appris à utiliser les règles, à faire des dessins, à faire du dessin en fusain. Voilà, et je suis rentrée à l'école de Camondo. Et donc, j'ai fait mes études dans cette école de design et d'architecture d'intérieur qui est très renommée en France et surtout en France. Ouais, ok. Où est-ce qu'elle était située à Paris, cette école, et dans quel cette cadre? École s'appelle Camondo, parce que en fait, elle est née dans une maison de la famille de Camondo, voilà, qui était une famille de gens très très très, on va dire, bien économiquement et en société, et ils avaient un hôtel particulier autour du parc Monceau, dans la plaine Monceau. Et donc, j'ai fait mes 3 premières années dans l'école, c'était un musée dès cette époque, mais nos salles de cours étaient dans les écuries, dans la loge du gardien, dans le garage, voilà. Et au bout d'un moment, comme l'école Camondo fait partie de l'Union des arts décoratifs, et que les élèves, on était quand même nombreux, on était à peu près une 30aine d'élèves par classe, donc multiplié par 5 années, a construit un bâtiment, boulevard Raspail, en face de la Fondation Cartier. Et donc, nous avons déménagé dans un autre quartier, et pour
prendre une autre école beaucoup plus petite qui ne nécessite pas autant de passages d'élèves. Voilà, donc c'est une école qui existe toujours. Hein. Elle est tout à fait, oui. Et puis elle existe pas que à Paris maintenant. Je crois qu'elle a aussi un siège à Toulon. Voilà, elle a beaucoup grandi. Oui. Et donc tu sors de cette école diplômée avec quelle spécialité Architecture d'intérieur, design. Ok. Et tu te lances dans quel domaine tout de suite Alors, je commence d'abord à travailler chez un architecte italien qui, à l'époque, faisait des restaurants qui s'appelait Pasta e Vino. Et donc, j'étais la personne qui vraiment lui dessinait sur plan, voilà, vraiment comme un cabinet d'architecture, voilà, qui cherchait les matériaux. Voilà, je travaillais dans une première partie chez cet architecte-là. C'est-à-dire que tu vas voir les lieux et tu les dessines selon Non, alors moi, j'étais à l'agence et c'est lui qui allait voir les lieux. Et donc, dès qu'il avait l'ouverture d'un nouveau Pasta e Vino, il arrivait avec les plans et donc je faisais plein de propositions d'aménagement, voilà. Et puis j'étais celle qui était à l'agence. Donc une première expérience dans le design d'intérieur. Tout à fait. Ensuite, je rentre à la CFOC. Ça s'appelle la Compagnie française de l'Orient et de la Chine. Et donc, le fondateur de la CFOC, c'est un homme extraordinaire qui s'appelle François Dautrem, qui à l'époque avait 72 ans. Donc, la CFOC existait depuis très longtemps. Avant la CFOC, il fait partie des fondateurs de Pierre Import. Et c'est vraiment un homme avec une vision... très grande vision, on va dire, en fait, c'est un des premiers qui est allé en Chine et qui a exporté. Alors, au début, bien sûr, il a exporté les éventails, on va dire, des choses un peu liées, on va dire, à des objets du quotidien chinois. Mais petit à petit, il est allé encore plus profondément dans la Chine, trouvant des je ne peux pas parler des usines, mais des lieux de production de certains jarres, certains vases. Il a aussi eu vraiment une idée du mobilier chinois qu'il a réinterprété d'une façon contemporaine, en reprenant les grosses ferrures, les poignées, etc. Et donc, il avait pas mal de boutiques à Paris. Il y en avait 5 à l'époque, la première étant née rue Saint-Roch. Et il a, au moment où je suis rentrée à la CFOC, il avait ouvert 2 boutiques à Bruxelles, place Stéphanie, et une boutique à Barcelone, voilà, sur las Ramblas. Et moi, je m'occupais particulièrement de ces boutiques, c'est-à-dire voilà, faire fabriquer du mobilier, revoir l'enseigne, suivre les travaux et aussi, sous la direction de François Dautrem, dessiner des produits et des objets. Ok, est-ce que c'est à ce moment-là que tu rentres un peu dans l'univers du luxe ? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Je dirais que c'est plus de l'artisanat. Avec la CFOC. Je rentre dans l'univers du luxe parce que j'étais passionnée par la mode. Ça depuis toujours. Voilà, je collectionnais les Vogue, je dessinais quand j'étais voilà, dans mes études secondaires. Je découpais des articles, etc. Je suivais de près Karl Lagerfeld. Voilà, j'adorais le musée de la mode et du costume qui est devenu le Palais Galliera, dans lequel je suis allée depuis toute petite avec ma maman. Et en fait, au fond de moi, j'aurais souhaité peut-être faire des études de mode. Et donc, j'ai cette passion pour la mode depuis toujours. Je suis rentrée par la petite porte. J'ai une amie qui m'a donné la possibilité d'être habilleuse dans un défilé. Et en fait, ma carrière dans la mode démarre à ce moment-là. Au moment de la Fashion Week ou à d'autres moments alors, en fait, alors, il faut se replacer. On est dans les années fin 80, début 90. Et il y avait des Fashion Week, mais pas... au rythme actuel. Au rythme actuel, qui se sont énormément resserrés, qui se sont mis voilà, avec des dates très précises. Bien sûr, il y avait les défilés, etc. Mais on va dire des maisons, d'ailleurs la maison dans laquelle je suis rentrée en premier, qui est chez Georges Reich, le temps des ventes était très long. On démarrait en janvier, on terminait en mars. Et donc, il y avait le showroom pendant tout ce temps-là. Et donc, tous les jours, il y avait 3 défilés par jour, qui étaient des défilés commerciaux pour toutes les boutiques qui venaient donc acheter. Donc, il y avait le défilé du matin, le défilé de début d'après-midi et le défilé de fin d'après-midi. C'est impressionnant. Voilà, et ça durait 1 mois.
Donc pendant un mois, on avait ces 3 défilés et donc moi j'étais habilleuse. Donc je faisais bien sûr partie de la on va dire des prémices quand la designer Danielle Jagot choisissait les modèles, voilà qu'elle allait présenter. Et puis après, on était un peu comme des petits soldats. Hein, on faisait ces 3 défilés par jour. Oui, c'est impressionnant parce qu'aujourd'hui on n'aurait juste pas l'idée de faire ça comme ça. Ah, c'est clair. Les temps ont changé. Ouais, j'imagine, avec les 35 heures, les obligations sociales, ça serait compliqué. Pardon. Oui, plus il y avait 6 mannequins, 6 habilleuses, toute la journée. Non, c'est impressionnant. Voilà, les commerciales qui étaient dans le showroom, qui chacune avait sa table avec ses clientes. Voilà, c'était un rythme différent de celui d'aujourd'hui. Et alors, tu as cité une marque, t'en as d'autres peut-être aussi pour lesquelles tu as fait... Ouais. En fait, j'ai commencé chez Georges Reich, où de habilleuse, je suis passée à finalement commerciale, c'est-à-dire être dans le showroom et vendre la collection au départ pour le marché allemand. Parce qu'ils cherchaient désespérément des personnes qui parlaient allemand. Voilà, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Oui, ça m'a aidé. Mais en fait, mes langues m'ont toujours aidée. Même si j'ai pas... si j'ai quand même toujours travaillé, j'ai fait tous ces allers-retours avec l'international, tout à fait. Et ensuite, de Georges Reich, où j'ai fait une très longue carrière, j'ai travaillé à peu près une dizaine d'années. J'ai travaillé chez Sonia Rykiel, ça a été une très belle marque et j'étais passionnée de l'univers de Sonia et de cette marque emblématique française avec toute son histoire. J'ai travaillé aussi très longtemps chez John Galliano, donc pour sa marque juste aussi. Voilà. Ensuite, chez Saint-Laurent, au moment où Tom Ford a pris donc la direction artistique de Saint-Laurent. Et pareil, j'ai travaillé pendant 10 ans avec 2 directions artistiques chez Saint-Laurent. Ensuite, j'ai travaillé chez Lanvin, de Lanvin, mais Lanvin, c'était en Italie, c'était le showroom en Italie. J'ai connu des personnes qui travaillaient dans d'autres showrooms, donc je suis rentrée chez Ralph Lauren, parce que le siège Europe des showrooms est Milan. D'accord. Pour Ralph Lauren, qui a des collections très nombreuses et qui a des petites périodes de vente, parce qu'il a beaucoup de collections et donc il reprend des vendeurs en showroom continuellement. Et de là, en fait, une des directrices commerciales de Sonia Rykiel, qui va chez Kenzo, ah oui, j'ai aussi travaillé chez Kenzo, prend la direction commerciale de Cacharel. Et donc, j'ai exprimé à ce moment-là le désir de passer quelque part de l'autre côté de la barrière, parce que le showroom, en fait, ça dure 1 semaine, 10 jours. Donc, vous n'êtes là que pour les ventes. Donc, vous avez un budget, vous avez toutes les guidelines de la marque, les cœurs de collection, tout ce qu'il faut vendre. Mais passé ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et moi, je trouvais que c'était dommage et j'avais envie de connaître toute la préparation en amont et l'aval en fait des clients. Et donc là, je rentre vraiment chez Cacharel, donc comme je m'occupe d'une zone géographique, de clients de Cacharel que peuvent être à la fois donc des distributeurs, des agents et des clients en direct, pour cette marque. Qu'est-ce que tu apprends de fondamental et que tu utilises aujourd'hui dans ton job chez Appuntamento, chez ces grandes marques? C'est quoi les 2-3 grandes leçons que tu retires de ces expériences? Déjà, j'apprends à connaître vraiment tout l'éventail d'une marque, c'est-à-dire de l'idéation, le travail avec les designers, la mise en place du plan de collection, la collection, la fabrication, jusqu'à la vente. Donc, parce que ça, c'est quand même essentiel. Dans ce que je fais aujourd'hui, le retail, ça part quand même de quelque chose. Bien sûr. Ensuite... alors, c'est une bonne question. Alors. Je réfléchis jamais à ces choses-là. Qu'est-ce que j'apprends? J'apprends le fonctionnement d'une marque en interne. Cacharel, c'était une marque familiale. Donc Monsieur Bousquet, que tout le monde connaît, qui
qui a lancé cette marque magique de prêt-à-porter. Voilà, j'apprends le côté d'innover, voilà, de jamais lâcher. Parce que le travail de commercial, même si on est chez Cacharel, c'est de devoir aller chercher les nouveaux clients potentiels, voilà, et de les convaincre. Non, j'apprends beaucoup, j'apprends énormément. Tout le travail, et ce mix, je dirais. C'est de la mise en scène aussi, puisque tu es sur des showrooms, des défilés. Tout à fait, bien sûr. La mise en scène, le match, etc. Que tu as utilisé chez Merci, on en parlera. Que tu as utilisé aussi dans tous les clients que tu gères aujourd'hui. Tout à fait. Et que c'est une balance de plein de choses. Mais il faut tout le temps, constamment, chercher l'excellence. Et que même si on a un client et qu'il a commandé tant, et que, voilà, en fait, ça ne s'arrête jamais. Et c'est ce qui est, je trouve, très passionnant dans ce secteur, c'est ce côté d'aller toujours de l'avant. D'accord. Donc, tu fais une longue expérience chez Cacharel. Oui, de 3 ans. De 3 ans. Est-ce que c'est juste après que tu es recruté par la Merci, ou est-ce qu'il y a d'autres expériences? Non, alors après Cacharel, je rentre dans une marque turque qui s'appelle BGN. Ok. Et donc, si on doit la résumer aujourd'hui, c'est comme un petit Zara turc. C'est un fabricant de tissus turc. La Turquie est vraiment un berceau qui est très connu dans le textile. Et qui a une série incroyable sur Netflix qui a cartonné, qui s'appelle Le Tailleur. Ah oui, je l'ai vu, j'adore. Super. T'as aimé? Ah ouais, j'ai beaucoup aimé. Bon, l'histoire est fou, mais j'ai beaucoup aimé justement ce qu'on voit du luxe et de la façon de faire des vêtements. Tout à fait. En plus, donc je suis allée en Turquie avec mes parents jeunes à Istanbul parce que de Berlin, c'était très facile. Et je suis passionnée par la Turquie. J'ai un espèce d'atome crochu. Je pense que c'est lié aux origines en fait, de mon enfance, de l'Égypte. Voilà, le côté du muezzin, la langue. Voilà, ce sont des lieux qui me fascinent et dans lesquels je me sens vraiment très transportée. Et donc, ça ne me fait pas peur de me dire qu'après Cacharel, je vais travailler voilà, chez un fabricant turc. Et en fait, il avait un bureau à Paris. Donc le fondateur de cette marque, qui faisait partie de l'histoire qu'il voulait raconter à ses clients. Parce que l'histoire, le storytelling de BGN, c'est que la marque est parisienne. Donc un bureau à Paris qui gère le marketing, qui gère une grande partie de la communication internationale et qui gérait des ventes parce qu'on faisait partie du salon Who's Next, voilà, qui est un salon classique du prêt-à-porter, pour aller chercher des nouveaux distributeurs, des agents, etc. Donc je travaille 3 ans pour cette marque où on va dire, je rentre de plein pied dans le marketing, parce qu'avant, j'avais jamais fait de marketing de ma vie. La communication, je m'occupe de toutes les campagnes de publicité qu'il faisait sur, à l'époque, Air France Madame, Marie France, Marie Claire, Elle, les magazines français. Et c'était un poste un peu, on va dire, 360 pour la marque BGN. Ok, super. Et l'expérience d'après ? Alors, juste après, c'est la crise. On se retrouve en 2009. Donc, on se rappelle tous, ça a été des années très difficiles. Impressionnant, impossible pour moi de trouver un job. Malgré savoir-faire, tes compétences, tout mon savoir-faire, mes compétences, les langues, etc. Donc, je décide de revenir au showroom. J'ai décidé de revenir donc dans les showrooms. Donc là, je travaille chez Saint-Laurent, Lanvin et Ralph Lauren. Les 3 me permettaient donc d'avoir de cumuler parce que au jour d'aujourd'hui, toutes les ventes sont en même date. Donc c'est très difficile de travailler pour plusieurs showrooms à la fois. À cette époque-là, non, c'était possible. On pouvait encore. Mais aujourd'hui, on a la Fashion Week, c'est de telle date à telle date. Et donc, vous avez tous les showrooms qui sont aux mêmes dates. Donc, quand vous faites ce métier, vous ne pouvez plus cumuler 3-4 showrooms, ce qui était génial.
J'imagine à la fois en termes de business et aussi en termes d'expérience. Mais de tout, parce que voilà, pendant une semaine, je représentais Ouais. Sonia Rykiel. Rykiel. La semaine d'après, je représentais Saint-Laurent. Donc tu comprends bien que c'est pas du tout les mêmes même. univers. Ouais. Et la semaine d'après, j'étais ou Galliano ou Lanvin. Oui. Donc Aux antipodes. Non, mais bon, moi j'aime ça en Bien fait. sûr, bien sûr. Plus tu me challenges et plus je suis heureuse. Et donc, on revient à ce moment-là. Et j'ai donc commencé, entre autres, à avoir un poste, mais alors très, très simple, de vendeuse pour la marque Flamand, le magasin Flamand, qui est place de Furstenberg, qui était une très belle boutique, qui est toujours une très belle boutique. Donc, dans les périodes où je n'étais pas en showroom, j'étais chez Flamand. Et je pense que c'est vraiment la combinaison de cette mode, retail et design qui fait que je rencontre Marie-France Cohen et que donc en 2012, je démarre l'aventure Merci. Ah, merci, oui. Pour ceux qui savent, qui comme moi ont adoré cette boutique, ça va leur parler, mais peut-être des gens aujourd'hui ne savent pas quelle est l'histoire de cette boutique. Est-ce que tu peux nous en dire de plus ? Oui, bien sûr. Donc, Merci a été créé en 2009 par Marie-France et Bernard Cohen, qui donc étaient et sont les fondateurs de la marque Bonpoint. Ouais. Ils ont revendu leur marque et ils auraient pu se dire, voilà, on arrête là, on a fait notre business, on a de quoi vivre jusqu'à la fin de nos jours. Non, ils avaient vraiment la volonté d'ouvrir un lieu différent. Je pense que très, on va dire, infusé par certains magasins à Londres, certains magasins à New York. Et donc, ils ont la chance de trouver ce lieu qui se trouve donc 111 boulevard Beaumarchais. Et qui est un lieu extraordinaire où ils décident donc de développer Merci, donc déjà le nom Merci qui veut dire merci à la vie, merci à une structure très particulière parce que c'est un fonds de dotation, c'est très innovant pour l'époque. Alors ça ne veut pas dire que c'est un charity store, c'est-à-dire que on fait que du charity, mais ils décident qu'une partie de leurs bénéfices sont en fait sont reversés à des associations et ils décident donc de s'appuyer sur une association qui œuvre au Madagascar. Parce qu'avec Bonpoint, ils connaissaient bien le Madagascar parce qu'il y a vraiment aussi un passé de broderie, de petites broderies, dans tous les smokes et toutes les robes qu'ils dessinaient pour Bonpoint. Et c'est un pays extrêmement pauvre. Et donc, leur but, c'est vraiment l'éducation des enfants. Et donc, ils ont, dès 2009, monté des écoles, monté des cantines. Voilà. Et le magasin Merci, qui a cet emplacement extraordinaire du 111 boulevard Beaumarchais, mais il faut s'imaginer qu'à l'époque, c'était pas du tout un quartier commercial. Oui, non, c'était assez excentré. Voilà, le boulevard Beaumarchais, on l'appelait Automoto. Il y avait des magasins... Et des magasins de musique aussi. Magasins musique, moto et photo. Ouais, c'est vrai. Voilà, il y avait le cirque d'hiver, Rougier et Play, mais bon, c'était une zone presque morte. Donc, ils trouvent ce lieu qui était un ancien entrepôt de papier peint, donc qui n'est pas visible de la rue. On doit passer la cour de l'immeuble pour arriver dans Merci. Des petits pavés. Voilà, et d'avoir un lieu avec plusieurs univers mélangés, c'est-à-dire l'univers de la mode, l'univers de la maison et des restaurants. Et donc, c'est comme ça qu'est né... Alors, chez Merci, on n'aimait pas du tout le mot concept store. On disait plus lieu de destination, destination store. Où on mélange tout ça. C'était très, très, très innovant en termes d'expérience client pour l'époque. Et ce qui a été encore plus innovant, c'est que très vite, ils décident que chaque mois, on faisait, et ils font toujours, un événement. Donc, on imagine en retail, c'est-à-dire que le magasin se renouvelle chaque mois. Donc, il y avait cette coupole dans laquelle on rentre quand on rentre chez Merci, où il y avait un événement différent chaque mois. Mais pourquoi au début ? Parce que le lieu était loin. Donc, si la clientèle venait, il ne fallait pas qu'une fois qu'ils se déplacent, qu'ils prennent leur voiture et qu'ils aillent jusqu'au boulevard Beaumarchais, ils revoient toujours la même chose. Donc, ça a dynamisé
C'était presque un lieu de vie. Enfin, tu pouvais Mais c'est un lieu de vie. Tu allais, il y avait des gens, ils venaient, ils prenaient un café, ils lisaient, ils allaient chiner. Et c'est ça. Ça, c'est vraiment la volonté de Marie-France et Bernard Cohen. Ouais, moi, je me souviens, il y avait un énorme canapé, j'étais bien dedans. Oui, puis, tout à fait. J'étais avec une amie, puis on a commencé à discuter, à regarder le smartphone. Puis à un moment donné, on est allé chercher un café, on s'est dit, waouh, on était cool, quoi. Oui, et personne ne nous embêtait. Puis on a acheté 2-3 trucs, c'était génial. Ouais. Voilà, et je pense que c'est très anglo-saxon. Il y a plein de magasins comme ça à New York, ABC Carpets. Il y a des magasins dans Manhattan qui ressemblent pas mal à ce qu'on peut dire de Merci. Et puis de mélanger, c'est-à-dire de se dire qu'on a ce magasin qui n'est pas dicté par du marketing, par une collection, mais par un mélange éclectique d'objets, de choses qu'on va présenter à nos clients. Alors, ta modestie dut-elle en souffrir? Tu as eu un rôle très important, un poste super important chez eux. Je suis rentrée comme directrice de magasin, directrice opérationnelle. Alors au début, on m'a dit c'est génial ce que tu as fait, mais côté créatif, on est assez nombreux ici, donc nous on cherche quelqu'un vraiment d'opérationnel. Mais moi, ce qui m'a absolument ravie, parce que il y avait beaucoup à faire. Pour stabiliser les équipes, pour tout ce qui concernait l'arrivée des produits en magasin, de comment on allait accueillir les clients, comment on allait structurer, on va dire, il y avait quand même à peu près une 50aine de personnes, on va dire, dans le magasin, dans les périodes les plus chargées. Il y a un premier étage où on vend de la maison, il y a un rez-de-chaussée où on vend de la mode homme, mode femme, un rez-de-jardin, qui n'étaient pas les mêmes produits qu'au premier étage. La caisse, qui est le nœud central du magasin. Et donc, il fallait structurer tout ça. Je ne l'ai pas fait seule, c'est impossible c'est vraiment un travail d'équipe avec mon bras droit, Katia, avec mes N-1, mes N-2. On a vraiment travaillé d'arrache-pied pour les plannings, pour vraiment un côté très opérationnel, très terrain dans ce magasin, et je me suis éclatée. Et bien sûr, les événements. Tu dois t'imaginer que, alors moi à l'époque, mes jours de congé, c'était le dimanche et le lundi. Le mardi, quand j'arrivais et qu'on avait installé un nouvel événement, même si je connaissais tout, l'effet waouh quand je rentrais dans le magasin, qu'ils avaient installé ça le lundi, parce que généralement c'est là où on commençait les événements. Et puis j'étais reliée à plein de belles choses, de créateurs. Moi, ça me nourrissait et ça énormément. Et le magasin aussi faisait énormément d'événements tous les mois. Et donc, très vite, j'ai pris en charge ces événements, dont 2 très, très grandes soirées qui étaient au moment du salon Maison et Objets. On recevait 1500 personnes. Donc, tu imagines, il faut tout organiser. Le samedi, ça se passait le samedi. Donc, c'était notre plus grosse journée de vente. En même temps, j'avais des équipes dédiées pour la soirée. À 4 heures de l'après-midi, je commençais tout doucement, pendant que le magasin était là, à mettre le champagne dans des glaçons, installer des tables, mettre les nappes. Parce qu'en fait, les soirées étaient fluides. C'est pas qu'on fermait le magasin et qu'on démarrait la soirée. Il y avait une continuité. Il y avait une continuité, donc tout en gérant le magasin, j'installais les soirées. C'était top, franchement. Puis moi, ça me reconnecte à la vie de mes parents, de diplomate, de réception. Moi, j'adore ça. Je veux dire, j'étais vraiment dans mon élément. Ouais, tu étais un peu dans ton ikigai, comme dirait. Mais complètement. Le jour où j'ai mis les pieds chez Merci. J'ai adoré, j'ai passé 5 ans là-bas. Je me suis pas emmerdée, comme on dit, mais pas une seule fois. C'est génial. On sent la passion qui t'anime, c'est génial. Voilà, mes équipes. Où à la fois, donc j'étais quand même la directrice du magasin, mais un peu une maman, parce que les équipes étaient très jeunes. J'ai fait monter en compétences beaucoup de personnes. Tout ça, ça m'a vraiment animée. Ça m'a remplie pendant toutes ces 5 années. Alors, derrière, tu travailles aussi pour une autre marque aujourd'hui très connue. Oui. Donc, après Merci, je rentre chez Cézanne. Ouais. Oui, j'ai fait coup sur coup, on va dire, les 2 marques, mais les 2 marques qui ont marqué l'expérience client ces dernières années. C'est ça, mais de façon toute différente, c'est ça qui est incroyable. Très différente, mais je pense que Morgane Césalory était très intéressée par
par on va dire, mon expérience, mais pas que la mienne, parce qu'on est pas mal de personnes de chez Merci qui sommes rentrées chez Cézanne en même temps. Okay. Voilà. Et je rentre chez Cézanne au moment où Cézanne est née en 2013, donc c'était en 2017. Donc c'est quand même une marque déjà établie, qui avait son showroom, l'appartement Cézanne, qui existait déjà. Et à mon arrivée, on bascule totalement du showrooming au vrai magasin retail. Qu'est-ce que j'ai fait ? Déjà, l'appartement Cézanne a été fermé pendant plusieurs mois, donc j'ai suivi les travaux. Donc là, je me suis reconnectée avec tout mon côté architecte d'intérieur. Voilà, on a vu ensemble comment le parcours client dans le magasin, la place qu'on allait réserver aux différents types de produits, l'encaissement, parce qu'on est dans une marque digitale, donc les proportions ne sont pas les mêmes. Quand on est une marque digitale, quand les gens se déplacent en magasin, c'est vraiment pour toucher, voir, sentir. Voilà, donc essayer. Donc, par exemple, une énorme place aux cabines. Dès le début, on met 10 cabines d'essayage. Oui, parce que les filles, elles arrivent, elles prennent 10 robes, elles veulent toutes les essayer parce que donc il y avait la queue des cabines, donc il fallait gérer la queue des cabines, les chaussures aussi. Un tiers des ventes à l'époque de Cézanne se faisait dans les chaussures, donc un tiers de l'espace est dédié aux chaussures. Ensuite, un boom énorme de cette marque. Donc, la queue à gérer à l'extérieur du magasin parce que l'expérience client commence avant d'arriver chez la marque. Donc, nous, comme on voulait vraiment que l'expérience en magasin soit la même pour tout le monde, on limitait le nombre de personnes, donc il y a une queue qui se forme dehors, donc il faut que l'expérience commence dehors, donc il faut penser comment on va s'occuper de cette queue, qu'est-ce qu'on va leur dire, est-ce qu'on va leur offrir des goodies, est-ce qu'on leur offre du thé en hiver, est-ce qu'on va mettre de la musique dans la rue, on leur donne des parapluies les jours où il pleut, voilà, penser à tout ça. Voilà, j'ai eu l'idée, ça j'étais très fière, de mettre ce que j'appelais un doorman. Parce que étant allée souvent à New York, à New York, je trouve génial cette idée du doorman qui est là à la porte, qui sait tous ceux qui rentrent, tous ceux qui sortent, la marchandise, etc. Mais en même temps, c'est celui qui informe. C'est quoi son rôle et quel est son profil ? Le rôle, c'était vraiment un rôle d'accueil, d'accueil des clientes et de leur dire bienvenue, chez nous. Et là, quel profil il est c'est plutôt quelqu'un qui est là pour filtrer ou c'est quelqu'un qui est là pour accueillir ? Les deux. Les deux. Et aussi, je viens pour des chaussures, même si le magasin, c'est pas un grand magasin, leur dire c'est à droite, c'est à gauche, renseigner, puis ça fait un premier contact avec la marque. Ça fait un premier contact avec la marque et ce pôle d'accueil a été très important chez Cézanne et a fait partie de l'expérience Cézanne, comme le fait d'offrir des madeleines, comme le fait d'offrir de l'eau. Parce que c'est l'appartement Cézanne, donc on rentre dans la vie de Morgane Césalory. Donc quand tu invites quelqu'un chez toi, tu lui offres à boire, tu lui offres à manger. Donc tout ce côté accueil, expérience client sur lequel j'ai énormément travaillé chez Cézanne. Et ensuite, il n'y avait que l'appartement de Paris. Donc on décide de faire des pop-up stores en province, d'abord à Lyon, à Bordeaux, au Bon Marché. Et il y a un engouement incroyable. Donc, on réfléchit à tout, on va dire, tout ce qu'il faut mettre en place pour faire ces pop-up stores, du mobilier, aux vendeurs, aux produits, etc. Et comme moi, chez Merci, en fait, on pouvait dire que chaque mois, j'avais mis en place un pop-up store. C'était un peu la continuité. Sans parler des pop-up stores, avec Merci, on a fait aussi des pop-up stores très importants que sont la Design Week à Milan. Tous les 2 ans, on faisait un pop-up store pour faire connaître la marque à Milan. On a fait des pop-up stores à Londres, on a fait des pop-up stores à Amsterdam. Est-ce que tu peux définir le pop-up store pour les gens qui nous regardent tout à fait. Le pop-up store, c'est un magasin... On va dire, donc le mot pop-up a été inventé dans les années 2000. Il y a plusieurs notions dans ce pop-up. Il y a la notion, on vient faire du bruit, du buzz, de la communication. Voilà. Et les pop-ups sont nés suite à des crises parce qu'il y avait beaucoup de lieux qui étaient vides
Et donc les marques de luxe se sont dit qu'ils allaient investir ces lieux-là pendant un temps donné. C'est un temps donné, ça a une date, c'est un temps. C'est aussi une réponse du physique au digital, parce que on devient aujourd'hui, on est vraiment habitué à voir des choses qui changent très vite. Le monde va très vite et le retail avait un côté un peu statique. Donc c'est le mouvement. Et le pop-up est un, on va dire, un modèle hyper agile en retail. D'accord. Okay. Voilà. Donc, tu finis ton expérience chez Cézanne. Tout à fait. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu montes ton agence Appuntamento ? Oui. Alors, Appuntamento, tu vas nous le dire, ça veut dire rendez-vous en italien ? Oui. On le sait, tu es d'origine... Enfin, non, tu es germano-italienne. Oui. J'ai failli faire la bêtise. Et donc, oui, pourquoi ce nom et à quel moment tu crées cette agence ? Alors, je crée cette agence fin 2018, début 2019, donc suite à mon expérience chez Cézanne. J'avais 54 ans et alors j'avais déjà été entrepreneur dans ma vie. J'avais eu une société de diffusion d'une marque italienne et j'ai eu l'envie et la volonté d'accompagner des marques d'une façon différente, avec une proposition sur mesure, avec une proposition qui tenait compte de tout ce que j'avais appris et d'accompagner aussi des marques dans leur unicité et en mélangeant tout ce que j'aime faire, c'est-à-dire beaucoup d'opérationnel, quand même se reposer sur l'innovation, aller vers voilà, en utilisant, parce que j'ai dû toujours innover en fait, plus de digital, le digital mélangé à du physique, etc. On était en 2018, on commençait à peine à parler d'omnichannel. Voilà, maintenant, la profession s'est énormément dotée on va dire, de voies différentes. Elle s'est professionnalisée là depuis 20 ans d'une manière impressionnante. Et donc, oui, appuntamento, parce que voilà, j'ai plein de choses derrière appuntamento qui veut dire rendez-vous en italien. D'abord, ça commence avec un A, donc c'est ma fille qui a trouvé ce nom en disant dans appuntamento, il y a le A. Elle me dit sur Internet, quand on te cherchera, le A, c'est la première lettre de l'alphabet, on te trouvera plus facilement. Ensuite, dans appuntamento, on voit le point, punta, donc c'est de relier plusieurs points entre eux. Voilà. Je dis aussi, alors cette phrase qui est hyper banale, mais moi je l'utilise depuis toujours, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est Paul Éluard qui l'a écrite, donc ça me va tout à fait. Et c'est à la fois, je dis, tout commence avec un rendez-vous. Donc toute mission, voilà, tout commence finalement, tout projet commence avec un rendez-vous. Et je dis aussi, pour le storytelling, que je suis là pour faire en sorte que le rendez-vous qu'une marque a à ses clients se fasse de la meilleure façon possible. Ah oui, c'est aussi ça, le rendez-vous de la marque avec ses clients. Le rendez-vous de la marque avec ses clients, parce que le client est au centre. On le sait, on a vraiment shifté. D'ailleurs, avec Merci et Cézanne, je suis vraiment rentrée dans ces marques qu'on appelle client-centric. Et donc, comment nous allons imaginer le meilleur rendez-vous possible avec vos clients. Très bien. Alors, avant que tu nous parles un petit peu des missions que tu as faites depuis 2018-2019 pour tes clients, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses déterminer un petit peu les grandes thématiques que tu peux aborder, ce que tu peux faire pour tes clients, les offres que tu as. Puisque tu as quand même une variété de capacités et de compétences assez larges, on l'a vu, mais tu les as aussi très structurées. Tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Alors, d'abord, j'aime, et je pense que c'est très important, ce retail que j'appelle événementiel. On voit très bien, on est passé du fait de vendre des produits au fait de vivre une expérience. Et donc, fabriquer cette expérience nécessite de prendre une loupe et de décider de toutes les étapes. Et donc, le côté que j'ai appris chez Merci, voilà, de ce renouvellement de produits par un événement par mois, la soirée liée à l'événement. Voilà, parce que moi, je pense qu'un magasin, d'abord, c'est un média.
et il doit avoir une programmation et d'abord une curation de produits, un peu comme un théâtre ou comme on fabrique une exposition. Parce que c'est ça qui fait la force, finalement, d'une boutique. Donc, je dis qu'une partie de mon job, c'est fabriquer ça. D'ailleurs, on y reviendra, mais tu l'as fait pour Maison et Objets oui, récemment. tout à fait. On en reparlera, mais c'est pour un petit peu, justement, mapper toutes les offres que tu peux avoir. Donc, j'appelle ça curation et programmation. Okay. Donc, ça fait partie de mon offre. Ensuite, eh bien, les pop-up stores et les événements en magasin. Et donc, pour faire tout cela, il y a une partie, on va dire, opérationnelle que peuvent être voir si et comment on relève voilà, l'expérience du magasin, le storytelling, la façon dont les vendeurs accueillent les clients, donc ce que j'appelle un peu du retail 360. Voilà. Et puis, forcément, aujourd'hui, on ne peut rien faire sans les réseaux sociaux et sans le site web. Donc, des interactions voilà, qu'on a avec physique et digital. Et j'ai donc une autre partie de moi dont nous n'avons pas encore parlé, qui est le fait que j'ai embrassé, on va dire, la fonction d'enseignante, voilà, dans le retail, donc dans le management du retail. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu le fais dans une école de commerce et on ne s'attend pas à ça. Donc, alors, tu l'as fait dans plusieurs écoles, mais tu le fais pour l'ESSEC aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, et ça fait 5 ans. Voilà, que je suis la prof de Luxury Retail Management à l'ESSEC. Et je suis très fière de faire ça, que je fais avec beaucoup de passion. J'imagine, comme c'est tout ce que tu as fait d'ailleurs. Voilà, mais je pense parce que c'est ma curiosité et le fait que depuis très très longtemps, je fais énormément de veille sur le sujet, donc je lis beaucoup et que j'ai eu envie d'exploiter cette veille. Et que déjà quand j'étais chez Merci, on m'avait demandé est-ce que tu peux venir donner des cours, mais non, quand on est en magasin, c'est impossible de faire les deux. Ah non, c'est juste impossible. On est quand même 5 jours sur 7 de 8h du matin à 9h du soir dans une boutique, donc je ne vois pas où on peut placer un cours. Mais du coup, j'ai recontacté les personnes en leur disant voilà, je suis prête maintenant. Et c'est former les leaders de demain voilà, à cette discipline qui ne fait que se renouveler, qu'avancer. Voilà, chaque année, il y a les trends du retail. Qu'est-ce que ça va être le focus de retail pour 2025, 2024, 2023 et après 2026. Et donc, je trouve que c'est une matière passionnante. Et donc, petit à petit, j'ai fabriqué mon cours, voilà, avec tout ce que j'ai appris et que je suis vraiment très heureuse de partager avec mes étudiants. Tu as combien d'élèves et combien on va dire de classes Alors, à l'ESSEC, actuellement, j'ai 7 classes, car j'ai commencé en BBA, Global BBA, avec 2 classes en Spring et 2 classes ah, ça y est, j'ai oublié l'anglais. À l'automne. En automne. Voilà. Donc, chaque classe, c'est entre 45-60 élèves. Quand même, donc, déjà, tu multiplies donc par 4. L'année dernière, j'ai commencé un programme qui s'appelle Learning Together avec d'autres professeurs. Donc, je faisais partie de ce corpus, voilà, qui est un programme que je trouve très intéressant car ce sont pour les premières années de l'ESSEC. C'est apprendre à questionner, à se poser les bonnes questions, parce on le sait, on est dans un monde qui est de plus en plus difficile. Voilà, on va pas faire ici un cours, mais on sait que les managers de demain, ce seront ceux qui poseront les bonnes questions. Donc, je fais partie de ce programme. Et là, depuis janvier 2025, j'enseigne en master. Donc, j'ai une classe maintenant et une classe qui démarrera en avril. Bravo. Ok. Donc, bravo pour ça, parce que c'est vrai que c'est quand même une sorte d'accomplissement. Est-ce que tu peux nous parler aussi d'autres aspects de ton business et des offres que tu proposes ? Oui, alors j'ai une autre offre que j'ai faite avec Mastercard. J'ai développé une offre que j'appelle les Retail Tours ou des Safari Tours ou des Learning Expeditions.
Et c'est l'idée d'aller voir sur le terrain ce qui se passe. Pourquoi j'ai développé ça? Je pense qu'il y a en partie mon appétence pour l'histoire, l'histoire de toutes ces marques, les lieux. Je suis vraiment passionnée par les lieux. À chaque fois que j'ai la chance de beaucoup voyager, à chaque fois que je vais dans une nouvelle ville, voilà, en 5 minutes, voilà, je me retrouve, je vais voir les boutiques, les restaurants, etc. J'analyse, je regarde, et il s'est trouvé que voilà, j'ai rencontré des gens de chez Mastercard qui m'ont proposé une mission. Voilà, pour leurs équipes, de leur produire et de leur créer un safari tour à New York. C'est génial, c'était génial. Voilà, donc l'idée, c'était d'avoir une journée où on visite 12-14 boutiques. Donc, très emblématique pour le moment, parce que c'est évident. Donc, j'ai fait mon retail tour en 2022. Là, aujourd'hui, en 2025, voilà, ça serait plus différent. Ça serait très différent, parce que il y a des boutiques waouh, voilà, qui sont waouh à un certain moment et qui ne le sont plus. Voilà, on a des tendances de type de boutique, voilà, qui semblent très 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 innovants en 2022 et qui ne le sont plus du tout en 2025. Mais en fait, je leur ai créé ce tour pour les équipes de Consumers Good donc une première journée, et la deuxième journée on a fait un workshop où j'avais une partie qui était un peu comme un cours, parce que je reprenais, on va dire, on était dans une salle en vidéo et en images, voilà, les grandes tendances du luxe à Paris. On a quand même des boutiques superbes, voilà, qui sont dans le luxe, entre Dior, Guerlain, Burberry, LVMH, voilà, qui ont des boutiques très très intéressantes. Et ça leur a permis de brainstormer, en fait. L'idée, c'était à la fois de voir, ils sont dans le marketing, donc qu'est-ce qui se passe à New York, et de brainstormer sur des projets futurs au sein de Mastercard, et également de faire de la cohésion d'équipe, parce que ces 8 femmes n'avaient pas forcément ni l'habitude de travailler ensemble, et elles venaient toutes de changer un peu de poste. Donc voilà, le fait déjà de passer une journée ensemble, hors du bureau, dans la rue, en train de faire des expériences très amusantes, et en train d'étudier finalement la façon dont les gens consomment, rentrent dans les boutiques, qu'est-ce qui se passe, etc. Et ça leur a donné des idées, parce qu'ils font énormément d'événements au sein de Mastercard. Voilà, c'est un moyen de paiement, mais qui est bien plus que ça. Voilà. Et donc, ce retail tour, tu peux le faire aussi à Paris, tu peux le faire oui, tout à fait. Tout à fait. J'en ai fait aussi à Paris. D'accord. Tout à fait. J'en fais avec mes élèves. J'en ai fait à Milan l'année dernière pour 2 classes d'une école, MBA ESG. Donc, j'aurais construit 2 journées de retail tour avec des visites particulières de marques comme Corso Camodieci, Italie, qu'on connaît tous, La Rinascente, voilà, qui font pendant 1 heure une présentation focus qui raconte à la fois l'histoire, les particularités, etc. Donc oui, tout à fait. Ça fait partie de mon offre. Est-ce que tu as d'autres offres que tu veux mettre en avant, ou j'aimerais qu'on parle peut-être de ton expérience à Maison et Objets cette année. Tout à fait. C'est une collaboration longue, mais tu as fait quelque chose de très particulier cette année pour eux. J'ai fait quelque chose de très particulier. J'ai on va dire je collabore depuis plus de 3 ans. Même un peu plus, avec Maison et Objets. J'ai commencé donc en 2022 à faire partie de leur pool d'experts de Maison et Objets Academy, qui était une plateforme qui s'est créée juste après le Covid. Donc on sait qu'on est devenu beaucoup plus digital. Là maintenant, on redevient beaucoup plus physique. Mais à l'époque, on est redevenu beaucoup plus digital. Donc Maison et Objets a eu envie de faire appel à des experts pour parler à d'autres experts. Donc sur des sujets très particuliers. J'ai créé avec eux 6 vidéos tutos sur des sujets qui me tiennent à cœur, qui sont justement la curation et la programmation en boutique, comment onboarder un vendeur, et aussi, on en parlera plus tard, j'ai fait un tuto sur le pop-up store solidaire sur Instagram. D'accord.
Et donc, ensuite, cette collaboration s'est transformée en faire des workshops au salon Maison et Objets. Voilà ce que je fais à chaque salon. On décide ensemble de sujets. Et donc, j'anime un workshop d'une demi-heure. Et cette année, Maison et Objets a eu une problématique particulière, celle du fait que, on va dire, les exposants dans le salon changent et qu'il y a de plus en plus d'exposants mode qui viennent au salon Maison Objet. Et donc, il dédie un hall entier à ces exposants, qui était donc en janvier le hall 3. Okay. Et le salon Maison et Objets a donc lui aussi plein d'expositions, de la programmation, etc. Et ils avaient envie de faire un focus donc sur ce hall avec le mélange mode maison, qui devient le mot que j'appelle moi lifestyle, oui. Voilà, et de mettre en avant ces exposants du hall 3. Et donc, ils ont fait appel à moi pour imaginer une scénographie, donc comme une exposition à l'intérieur du hall 3, donc en janvier dernier. Bon, super, magnifique. On montrera quelques photos. Tout à fait. Et puis, donc, je vais expliquer la particularité de cette scénographie où j'ai mêlé mes compétences à la fois d'architecte d'intérieur, scénographe, le fait de mode, d'avoir longtemps travaillé dans la mode et d'être connecté au retail avec l'expérience client, car il y avait plein d'activations retail dans donc cet espace, dont une collaboration avec une société qui s'appelle Artcare, qui est de l'intelligence artificielle avec des mannequins artificielle à travers des photos ou des vidéos. Donc, j'ai dans les 11 personnages qui étaient donc mes 11 mannequins en mouvement, donc l'espace s'appelait Flow of Fashion. Certains, on leur a donné vie dans une vidéo. Donc, avec un brief très précis, 3 de mes mannequins ont pris vie dans un énorme écran voilà, à Maison et Objets. Donc, tout ça, en fait, pour donner des idées. Donc l'idée, c'était d'attirer des concept stores et leur dire, voilà, vous pouvez aussi venir voir ce qui se passe à Maison et Objets, des boutiques de musées et des marques de mode, voilà, pour leur dire que finalement, tous ces univers se mélangent parce qu'aujourd'hui, on est dans une hybridité totale d'univers. Vous voyez bien, le luxe, ça devient du chocolat, Louis Vuitton, des restaurants, des hôtels. Donc, on mélange tout. Et donc, cet espace était un peu voilà, un modèle pour ce qu'on peut faire et ce qui est possible de faire aujourd'hui dans cet univers. Tout à fait. Je crois que tu as aussi participé à l'ouverture d'une boutique à Paris, rue du Saint-Père, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a une marque espagnole, DNVB, qui s'appelle Sean Mott, voilà, qui a plusieurs boutiques en Espagne, qui est espagnole, qui est barcelonaise, et qui a des boutiques à Barcelone et à Madrid, qui a aussi une boutique à Lisbonne, qui avait ouvert une boutique à Anvers et qui voulait ouvrir une boutique à Paris. Donc, j'ai été contactée par eux et j'ai donc... pour cette marque, eu cette mission c'était la première fois pour moi, où je cherchais, donc j'aurais trouvé le lieu. Donc j'ai fait toute une recherche, un mapping dans Paris. Voilà, on a cherché le meilleur emplacement pour la marque, pour qu'elle puisse s'installer à Paris, négocier le lieu. Ensuite, donc je n'ai pas créé la boutique, mais j'ai fait tout le suivi de travaux. J'ai trouvé tous les entrepreneurs, tout le suivi de travaux. Je les ai aidés à monter leur structure commerciale française avec une experte comptable, les statuts, etc. J'ai engagé les équipes. Et j'ai fait tout le suivi de la boutique, le lancement de la boutique pendant 1 an, avec plusieurs événements, des événements, des soirées, soit voilà, des mises en avant d'artistes, d'œuvres d'art, d'artisanat, voilà, pour inviter voilà, des cibles différentes, on va dire, pour faire connaître cette marque aux Parisiens. Super. Tu peux nous parler aussi des événements que tu organises sur Instagram, des pop-up stores digitaux, je crois ? Oui. Alors, pour Le Monde Sauvage,
Donc ça, c'était en 2021. Donc nous étions quand même encore en pleine crise Covid. J'ai rencontré Béatrice Laval, la fondatrice du Monde Sauvage. Et pour elle, j'ai créé ce que j'appelle le pop-up solidaire sur Instagram. Alors, comment ça m'est venu ? En mars 2020, on se retrouve tous chez soi. Ouais. On essaye de continuer à travailler. Et j'ai passé énormément de temps sur Instagram. Donc, j'ai observé des comptes Instagram que j'ai trouvés très malins. Voilà, j'en ai 3. Un, ça s'appelle Waouh la table. C'est un compte qui aujourd'hui explose. Ensuite, il y avait un compte qui s'appelait, alors peut-être que je termine quand même sur Waouh la table, qui est le fait de Waouh la table, c'est-à-dire que recevoir. Donc, ils ont mis un focus sur le fait de recevoir et de mettre en scène des tables à travers des concours. Où des gens comme toi et moi, on pouvait envoyer des photos de nos tables qu'on faisait et on gagnait des prix. Et chaque semaine, il y avait des personnalités, des acteurs, des personnalités influentes qui invitaient, qui étaient donc waouh la table chez eux, et filmaient leur mise en scène, racontaient comment ils recevaient, etc. Et aujourd'hui, ils produisent des assiettes, des verres en collaboration avec des designers. Okay. Ensuite, il y a eu un compte que j'ai trouvé génial, qui n'existe plus, mais qui s'appelait We Give Collab. Okay. Durant le Covid, on s'est retrouvés avec sans masque, sans gel, les infirmières, toutes les histoires qu'on connaît. Et eux, ils ont décidé de monter un compte Instagram où les marques, ils allaient chercher auprès des marques des produits que les marques offraient. Et ces produits, ça pouvait être un sac, ça pouvait être une nuit d'hôtel quand on aurait pu aller un week-end dans un hôtel particulier, une leçon de pâtisserie avec un cuisinier, ça pouvait être un sac brodé ou un foulard brodé, par quelqu'un qui faisait cela. Et c'était mis en vente pendant une semaine et sous forme d'enchères. Okay. Donc le dernier remportait l'enchère. 100% de l'argent était reversé à des causes. D'accord. Donc à l'époque, il y a eu les infirmières, il y a eu la Maison des femmes, il y a eu plein de causes. Et donc, c'était fait d'une manière très, très ludique et très transparente, amusante, etc. Et ensuite, il y a eu un autre compte Instagram d'une personne que je connais, qui sont 2 sœurs qui ont monté une marque qui s'appelle Clin d'œil. C'est une boutique. Mais c'est pas qu'une boutique. En fait, elles ont cette boutique qui est très axée do it yourself. Elles sont à la fois une agence créative. Elles créent un salon ou voire 2 par an où elles réunissent plein de jeunes marques, des créateurs de bijoux, des gens qui font de la céramique. Et elles, pendant le Covid, elles ont fait ce qu'elles appelaient des ventes sur étagères. Okay. Donc, elles filmaient leurs étagères et donc on pouvait acheter directement via Instagram. Et donc, elles filmaient leurs étagères, elles racontaient l'histoire et j'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai combiné tout ça. Et donc, j'ai créé la vente pour donc Le Monde Sauvage, qui avait une problématique. Elle avait 40 tapis moldaves. Elle ne voulait pas les vendre en boutique, parce qu'elle aurait dû les dispatcher entre ces différentes boutiques. Elle ne voulait pas faire une vente privée, etc. Et donc, on a fait cette vente sur Instagram, solidaire, c'est-à-dire en mêlant tout ce modèle, en fait, et ça a super bien marché. Il y a eu un engouement. Vous vendiez aux enchères les tapis. On vendait aux enchères aux tapis qui avaient un prix. On va dire que le tapis coûte 100. Tout le plus était donné. Et donc, pour Le Monde Sauvage, c'était donné à la Fondation des femmes parce que Le Monde Sauvage, pendant le Covid, a déménagé ses bureaux à Saint-Denis et la Fondation des femmes se trouve à Saint-Denis. Et donc, on a quand même, pour la première vente, on a collecté 7 000 € qu'on a offert à la Maison des femmes. Alors, peut-être un dernier exemple de cette marque corse pour laquelle tu travailles. Oui, Casa Giulia. Voilà, où donc là, je travaille sur la curation de produits et l'offre de produits. Donc, Casa Giulia, c'est un drugstore, concept store en Corse. Je n'y suis pas encore allée. Dans une ancienne pompe à essence
dans laquelle il y a eu énormément de travaux, qui va être un mélange entre un magasin de tabac, magasin de vin et concept store. Et donc, moi, je suis chargée d'aller sélectionner les produits donc pour la partie concept store. Et donc, on a déterminé différents univers, l'univers de l'enfant, l'univers un peu créateur, l'univers un peu de cadeau. Voilà, parce que dans l'offre de Casa Giulia, il y a le côté hédoniste, voilà, sortir, se faire plaisir, faire des soirées, offrir. Voilà, donc avec cette guideline, j'ai choisi des produits et bientôt, je vais aller les installer dans la boutique en Corse. Et petit à petit, nous allons lancer le magasin comme un concept store. Donc, on va voir comment on va faire des événements, comment on va reproduire d'une manière différente. Ce que j'ai déjà fait chez Cézanne, chez Merci et chez d'autres. Ok, super. Donc, je rappelle Appuntamento, agence spécialisée dans le retail. J'aurais peut-être dû commencer par cette question. Comment tu définis le retail et comment tu résumes, toi, ton savoir-faire dans ce domaine? Le retail, c'est un mot anglais. Si on doit le traduire en français, c'est commerce de détail. Okay. Donc, le commerce de détail, pour moi, ce sont les magasins, magasins en général. Alors, c'est vrai que moi, j'ai, par mon passé, on va dire ma cible se trouve plus dans des marques premium. Parce que depuis que je travaille que j'ai Appuntamento, je n'ai pas travaillé avec des marques que j'appelle luxe, mais elles sont quand même dans un secteur premium. Tu nous as dit que tu aimes travailler pour des marques de luxe, pour des marques premium. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres marques ou d'autres styles de business pour lesquels tu aimerais apporter tes compétences? Oui, j'aimerais beaucoup travailler dans le secteur hôtelier. Okay. Je pense que les boutiques dans les hôtels n'ont pas ce savoir-faire que je pourrais leur apporter. Des boutiques hôtels ou des hôtels où il y a plusieurs hôtels dans plusieurs lieux en étant spécifique à chaque lieu. Et je pourrais travailler sur une curation de produits, une programmation. Dédié un lieu à du retail de luxe dans des boutiques hôtels. Exactement, parce que quand on est en vacances, on est tellement plus détendu et finalement, dans nos vies où on court tout le temps, je pense qu'on n'a pas le temps de bien acheter, tandis que quand on est en vacances, on se fait plaisir. C'est clair. Et ça fait partie de ce côté plaisir. Et puis du voyage qui moi, me touche par ma vie. Ok. Donc, un rendez-vous avec Appuntamento pour étudier cette possibilité de travailler pour des hôtels de luxe ou des boutiques hôtels. Tout à fait. Pour conclure, je voudrais savoir comment tu t'es sentie dans ce podcast. Bien, très bien, je crois bien, non? Oui, non, c'est pas de me dire. Est-ce que tu avais un peu d'émotion au démarrage? Ouais. Comment tu l'as géré? Comment tu t'es sentie? En fait, je pense que déjà, le fait de se regarder et de ne pas avoir de caméra, ça aide. Le fait qu'on se soit préparé avant, que tu connaisses ma vie personnelle et professionnelle. Et donc, ça aide à dépasser cette appréhension qu'on peut avoir d'être devant un micro, une caméra. Okay. Voilà. Super. Alors, avant de se quitter, c'est le moment d'une citation inspirationnelle. Est-ce que tu as une citation qui te guide au quotidien? Oui, j'ai une citation qui est la dernière réplique du film « Autant on emporte le vent okay. ». Tomorrow is another day. Voilà, tout ça pour dire que chaque jour est un nouveau jour. Et donc, j'ai un côté très, très résilient et très positif. Et que, en fait, chaque jour, c'est la possibilité de créer des nouvelles choses et d'apporter du nouveau. Et de se reconstruire. Exactement. Et de construire de belles choses pour de belles marques. Avec Appuntamento. Exactement. Et c'est aussi ce regard vers l'avant qui, moi, m'anime. En tout cas, je le ressens énergétiquement. Et puis, je te connais aussi suffisamment pour te suivre sur les réseaux sociaux et t'avoir rencontré à plusieurs occasions pour savoir que si on te confie un job, tu vas le faire bien. Et je le rappelle à la fois avec ce côté artiste et créatif que tu tiens ton père italien et aussi avec cette rigueur et cette ténacité que tu tiens du côté allemand de ta maman.
Donc, merci Daniela. Merci à toi, Denis. Et c'était un plaisir de t'avoir dans le podcast. Merci.